suite. Alors, je vais vous parler un petit peu de la chaussure aussi. Ça, c'est vraiment important. Et on fera lien justement avec cette biomécanique après. Alors, ça fait 2 millions d'années qu'on est plus ou moins sur Terre. Et la chaussure, il y a 2 millions d'années, ça ressemblait plutôt à ça. La chaussure la plus ancienne qu'on ait retrouvée, c'était ça. Donc c'était une Nimbus. C'était les premières Nimbus, on va dire. Ouais. Il y a encore pas si longtemps que ça, 1960, la chaussure, c'était ça encore. Donc c'était encore très basique finalement. Il y avait pas, je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça dans leur... Hein? Il y a ça dans le sachet, ouais. Ouais, alors ouais, j'ai amené quelques exemples. Gauthier nous a ramené une belle chaussure de piste en fait, hein, avec les pointes. Hein. C'est celle-là, mais version un peu plus récente, mais c'est une chaussure qui est finalement très simple en fait. Hein. Il y a quasiment pas de maintien au niveau de la chaussure, et avec une semelle assez rigide quand même malgré tout, avec les pointes en dessous. Voilà. Donc c'est vrai que les chaussures de piste n'ont pas beaucoup évolué en fait, hein, depuis de l'époque jusqu'à maintenant. Et nous, on s'est retrouvés avec maintenant de nos jours ce genre de chaussures. Donc c'est vrai qu'en 50 ans, c'est parti un petit peu, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on était sur des chaussures quand même très simples. Et là maintenant, ces dernières années, alors bon là c'est peut-être la version un petit peu plus travaillée, on va dire, mais il n'empêche qu'on nous a mis beaucoup de technologie dans les chaussures ces dernières années. Ce n'était pas le cas encore dans les années 60, on nous en a rajouté vraiment beaucoup. Il y a le gel, après chaque marque a sa technologie, le gel, le boost, enfin, tout ce que vous voulez plus ou moins dans les chaussures. Donc on va essayer de comprendre un petit peu en quoi ça justifie, qu'est-ce qui justifie finalement d'avoir mis tout ça dans les chaussures. Alors, science et chaussures. Je vais vous parler un petit peu des différentes études qui ont été menées sur la chaussure justement, et on va essayer de voir un petit peu pour démêler un peu tous ces préjugés des fois qu'on a aussi dans la chaussure. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, l'absorption dans les chaussures augmente le stress sur le squelette ou ne le diminue pas. Donc, bon, ça c'est une étude qui était un peu plus ancienne en 2002. C'est-à-dire que le fait de mettre de l'amorti dans la chaussure, on entend toujours que si tu as mal au genou, si tu as mal au dos, il faut prendre beaucoup d'amorti. En fait, non, les dernières études, en tout cas, cette dernière qui montre, c'est que quand on a de l'amorti, non seulement ça ne diminue pas les contraintes sur le squelette, mais en plus de ça, ça peut même les augmenter. Donc, c'est déjà quelque chose qui sort un petit peu. Moi, quand on me l'a dit durant la formation, j'étais déjà un petit peu scotché et... Oui, sur le squelette, oui. Sur le squelette, c'est de façon générale sur les articulations, et oui, pas sur le muscle, oui. Sur le squelette, c'est-à-dire sur les articulations. Quand les patients viennent et me disent si tu as mal au genou, il faut beaucoup d'amorti, non, pas le genou en tout cas, mais les muscles, oui, je suis d'accord. C'est pour ça qu'ils ont marqué d'ailleurs autre que le pied et la chaîne postérieure. La chaîne postérieure, c'est justement le mollet, le tendon d'Achille. Ça, c'est clairement pas le cas pour la chaîne postérieure. Ok ? Ça augmenterait quand même sur un tendon rotulien, par exemple. Si tu veux bien. Ça pourrait l'augmenter par contre sur un tendon rotulien ou un tendon des fléchisseurs, ou par exemple. Ouais, un psoas ou... Ouais. Ouais. Par contre, l'absorption dans les chaussures diminue le stress sur le pied. C'est-à-dire que si effectivement on a une pathologie au niveau du pied, un problème fascia plantaire où il en existe beaucoup, effectivement, d'avoir une épaisseur, ça permettra de diminuer les contraintes au niveau du pied. Mais pas au niveau du genou, de la hanche, du dos ou de toutes ces articulations au-dessus au niveau du squelette. C'est disons que toute la partie basse, ouais, c'est ça, plus on monte. Mais disons que les contraintes, en tout cas les chocs, ne seront pas préservés, au contraire, ça va même pouvoir l'augmenter un petit peu. La vitesse de force d'impact, donc c'est ce que je vous disais, cette fameuse courbe là ici, est relative, ça m'avait choqué aussi quand je l'avais fait, relative à la biomécanique. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, attaque talon, lien trek, mais sauf que ce qu'on a remarqué, Almeida 2015, si 2013, c'est que c'est la chaussure qui est responsable, qui influence les biomécaniques
non protectrice, c'est ce qui est marqué là, c'est-à-dire qu'en fait, si vous courez avec le talon, c'est parce que vous avez une chaussure avec beaucoup d'amorti. C'est-à-dire que là, il y a 80 personnes parmi vous qui courent avec le talon, 20 qui courent sur l'avant du pied. Si je vous fais tous courir maintenant sans chaussures, vous serez à 100% avec l'avant du pied en fait. Si vous courez avec le talon, c'est uniquement parce que vous avez la chaussure. Si maintenant je vous demande de sauter à pieds joints, vous allez tous atterrir sur l'avant-pied. Il n'y en a aucun qui va atterrir comme ça sur le talon. On se prend l'onde de choc de façon beaucoup trop forte au niveau des genoux, au niveau de la hanche, du dos, où on le sent l'impact en fait. Hein. Si maintenant Donc, ouais, c'était l'exemple que je voulais donner, c'était ça. Vous sautez à pieds joints et effectivement, on retombe forcément sur l'avant du pied parce qu'on a justement tout ce système derrière, tendon d'Achille et mollet, qui amortissent un petit peu tout ça. Ok? Ça marche? Il y a des questions? Non? Jérémy? Denis, oui? Oui. Donc, pour résumer, il faudrait courir sans chaussures. Non, on y vient doucement. Non, mais Comme ça, on y vient doucement. Non, on y vient. Je vais continuer un petit peu. Mais c'est pour vous expliquer que c'est la chaussure qui vous permet de courir. Vous n'auriez pas cette chaussure, vous ne pourriez pas courir attaqué par le talon. Ça vous ferait, enfin, spontanément, vous n'iriez pas parce que ça vous ferait trop mal en fait. Si maintenant je prends une chaussure justement avec pas mal d'amorti, en sautant, j'encaisserais peut-être plus facilement justement enfin, j'encaisserais le choc. Je ressentirais peut-être moins, en tout cas sous le talon et sous le pied, le choc. C'est la chaussure qui va conditionner la foulée. En fait. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. C'est la chaussure qui provoque finalement cette foulée en attaque talon. Ok. Donc la pathologie. Donc la pathologie. Oui. Oui, donc la pathologie. Oui, complètement. Donc du coup, la chaussure, elle change. Elle change la foulée parce que justement, elle va inciter à courir par le talon. C'est ce que je vous expliquais là. On va voir juste ici. La perte de l'alignement du genou et qu'est-ce que c'était la dernière? Et diminution de la cadence, parce que c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. À partir du moment où on attaque par le talon, la cadence forcément elle diminue. La chaussure fragilise les tissus du pied, affaiblit la musculature et affaisse les arches. En fait, si vous voulez, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que c'est comme souvent avec les patients, on parle par exemple des ceintures lombaires. On dit, voilà, la ceinture lombaire, c'est pas bien de la garder trop longtemps, ça affaiblit les muscles des abdos, ça affaiblit le muscle du dos. Mais de la même façon, on va garder une genouillère, une coudière, toutes ces technologies-là, finalement, elles vont plus provoquer une perte, une fonte musculaire. Et finalement, la chaussure, s'il y a trop de technologie, trop de choses autour du pied, ça va l'affaiblir finalement. Ok ? Tu es assez d'accord? Voilà, on passe à la suivante. La chaussure change la séquence d'activation musculaire du dos et du membre inférieur, la proprioception et l'équilibre. Alors là, c'est clair que si vous commencez à courir avec des chaussures qui sont trop épaisses aussi, tout ce qui est proprioception, c'est-à-dire l'adaptation du pied par rapport au sol, le pied aura beaucoup plus de mal à s'adapter au sol, aux cailloux, aux branches, aux sensations que vous avez sous le sol. Plus vous êtes haut et plus ce sera difficile de s'adapter à ce genre de choses. Donc la proprioception, c'est bon pour tout le monde. Il est naturellement mal foutu le pied, c'est ça? Naturellement, le pied se déforme. Alors, il y a souvent, j'ai entendu pour un hallux valgus par exemple, pour certaines déformations, on parle souvent de facteurs génétiques. On dit ah oui, je pense que... Pardon? Oui, mais je pense que justement, la chaussure a un rôle quand même important à jouer. On a des chaussures qui enserrent quand même énormément le pied, qui ne laissent pas... Et depuis la naissance, on nous met, avant même qu'on marche, on nous met déjà des chaussures qui vont déjà nous enserrer un petit peu le pied. Donc, faudrait le facteur génétique, j'ai toujours un peu du mal avec les notions de facteur génétique parce que je me dis que peut-être la façon de se chausser, c'est peut-être héréditaire aussi quelque part. Si maman a toujours eu des escarpins ou des chaussures très serrées, bah, peut-être que la fille derrière va plutôt en mettre aussi. Et d'ailleurs, c'était souvent plus féminin, la hallux valgus, et de plus en plus, il y a des hommes aussi qui arrivent un petit peu avec ça, avec les chaussures de costume qui sont souvent très pointues, ce genre de choses. Donc pour ça, le facteur génétique, des fois, c'est difficile à mettre en évidence, en tout cas, je pense.
Mais ouais, donc voilà. Ouais, ça en tout cas, c'était 2 études. Alors j'ai mis à chaque fois 3 petits points derrière parce que il y en avait toute une panoplie, mais j'ai à chaque fois mis les deux plus récentes en tout cas, par rapport à ce genre de choses. Voilà. C'est quoi l'orteil-marteau? Je vais juste citer comme ça différentes pathologies du pied. Mais... Alors, pronateur, neutre, supinateur. Qui est pronateur dans la salle? Est-ce que vous le savez? Ouais. Qui est supinateur? Ouais. Ok. D'accord. Qui est neutre? Le reste. Ok. Alors. Tatata. Exactement. Que dit la science sur tout ce qui est pronation, supination? Les technologies qui sont dans les chaussures pour contrôler la pronation, donc les technologies anti-pronateurs, ne contrôlent pas la pronation et ni la biomécanique du cadran inférieur. Donc finalement, le pronateur, vous voyez ce que c'est un pied pronateur, hein, ok? Pronateur, supinateur, c'est le pied intérieur, pied extérieur finalement, hein, ok? Et les technologies en fait qui sont dans les chaussures, ça a été mis en évidence par l'étude Hoffman 2015, par exemple, Lillet 2012 et encore d'autres, que finalement les technologies qui sont mises là-dedans ne diminuaient pas la pronation quand on courait. Elles sont pas... elles n'ont pas... Gauthier, un petit renfort. Non, mais disons qu'elles... Oui, non, mais tout à fait. C'est-à-dire que les études qui ont été... En fait, ils ont pris un panel de patients, ils leur ont fait porter des chaussures anti-pronateurs, neutres et supinateurs. Pour des gens qui sont pronateurs, par exemple, et ils se sont rendus compte que finalement l'incidence de blessure est la même que la personne soit pronatrice, supinatrice ou neutre, peu importe la chaussure qu'elle porte. C'est-à-dire, moi je suis pronateur, on va me donner une chaussure supinateur, je vais me blesser autant que si je suis pronateur et qu'on me donne une chaussure anti-pronateur. Oui. C'est une étude sur 7000 cas, c'était des militaires. C'est ça, hein, c'est l'étude. Ouais. Ils avaient mis 3500 coureurs d'un côté, 3500 de l'autre. 3500, ils ont analysé leur foulée, ils leur ont donné justement les pronateurs, ils leur ont donné la technologie anti-pronateur. Et les autres, ils leur ont donné des chaussures un peu au hasard comme ça. Et finalement, il n'y avait pas, pas moins de blessures finalement chez ceux à qui on avait regardé la foulée, on avait donné une basket en fonction de la foulée par rapport à ceux à qui on avait dit servez-vous, prenez la chaussure finalement que vous voulez en fait. C'était cette étude, hein, je pense, hein, ouais. Sur les 7000, ouais, voilà. On va continuer. On continue encore un peu. Il y avait, alors ça c'est une étude, elle date un petit peu, mais déjà à l'époque ils se posaient la question un petit peu. Déjà à l'époque ils se posaient la question. Mais quelque part, elle va pas m'apprécier à Virginie ce soir. C'est une question de marque. Mais c'est des études. Ouais, elles sont vieilles les études, c'est vrai. Elles ont mon âge, disons. Vous voyez? Mais c'est vrai, mais qui n'a jamais... enfin, moi, j'ai souvent entendu des gens dire « Ah, je vais me mettre un peu plus sérieusement à la course à pied, je vais investir dans une bonne chaussure. » Ça insinue que je vais acheter une chaussure chère, finalement, qui va me protéger parce que je vais courir plus. En fait, cette étude, elle montre juste ça, que finalement, ce n'est pas le prix qui va définir la qualité de la chaussure et en aucun cas le risque de blessure. Donc, si on diminue de 100 grammes le poids de sa chaussure, ils se sont amusés à calculer ça parce qu'on a quand même une consommation d'oxygène de 0,7 à 1% pour 100 grammes de chaussure. Donc si maintenant vous prenez votre chaussure et que vous arrivez à la diminuer de 100 grammes, donc d'où l'importance que le poids de la chaussure elle a vraiment un impact, vous diminuez de 100 grammes, quelqu'un qui court un marathon en 4h30, il gagne 15 à 20 minutes, juste en diminuant le poids de la chaussure de 100 grammes. Et je vous assure que 100 grammes de chaussure, c'est quelque chose on peut le faire assez vite. Je vous ai ramené quelques modèles de chaussures. Il y a vraiment différents poids. Et c'est
c'est vraiment assez bluffant. C'est en tout cas une info, quand on me l'a donné, j'étais assez scotché, quoi. Celui qui fait le marathon en 6 heures, c'est pareil. Comment est-ce qu'ils ont pu faire une étude? En fait, ils ont fait un calcul justement par rapport à la dépense d'oxygène. Le nombre de pas effectués par rapport à la cadence, le nombre de pas effectués sur un marathon. À chaque pas, tu soulèves 100 grammes de moins, parce qu'il faut le porter en fait. Et comme c'est un grand bras de levier, puisque c'est vraiment à l'extrémité de la jambe, donc finalement les 100 grammes à la chaussure, c'est quasiment comme 1 kilo au niveau de l'abdomen, puisque c'est au bras de levier, c'est à l'extrémité. Et finalement, dès qu'on va faire un pas, on aura 100 grammes à soulever de moins. Si maintenant je vous fais courir tous avec un poids d'1 kilo aux chevilles, vous allez vous fatiguer beaucoup plus vite, ça c'est facile à comprendre. Et bien de la même façon, je diminue de 100 grammes, ça fait une dépense d'oxygène diminuée. Donc en fait, ils ont regardé, si tu veux, le nombre de pas effectués et par rapport à cette dépense énergétique, ce que l'on pouvait gagner pour 100 grammes. Tout l'intérêt, c'est à prendre quelqu'un, il fait faire 3 kilos, et puis après... on pourrait effectuer comme ça, si ouais. Tout l'intérêt de ceux qui courent la course pieds nus. Ouais, alors on va en venir après. Mon but ce soir, c'est pas que vous fassiez les 10 km de Colmar dimanche tous pieds nus, hein, parce qu'on va se croire que c'est... On va... Si on gagne 20 minutes, À 20 minutes sur 10 km, c'est pas mal, hein. Non, n'oubliez pas. Oui. Pardon. Chaussettes de contention. Ouais, j'ai pas trop, j'en parlerai pas trop. Après, ouais, je sais pas trop combien pèse une chaussette de contention. Ouais, j'ai pas trop de notions un peu là-dessus. Bon. Ça viendra plus tard. Ouais. En tout cas, ouais. En tout cas, ça a vraiment un impact parce que j'avais un patient, par exemple, qui comptait courir le marathon de Colmar avec un sac, un camelback, avec 1 litre d'eau derrière. Et je lui dis tous les 5 km, il y a des gobelets d'eau, quoi. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de courir avec 1 kilo sur le dos. Pardon, 2 km 5. Ah, même je ne prenais que les 5, c'est pour ça. Pardon, donc c'est encore plus souvent, tous les 2,5 km. Donc en fait, avoir 1 kilo sur le dos à transporter, c'est énorme en fait. Hein. Donc je lui ai dit non, essayez de ne pas en prendre. Finalement, il avait quand même pris une petite gourde pour se rassurer. Il avait peur d'être à sec certainement. Surtout qu'en plus cette année, avec l'édition, on n'était pas vraiment à sec. Mais, mais voilà, ça a vraiment une importance. Je pense que de mesurer un peu les poids. En tout cas, le poids, ça a vraiment un impact. Mais bon, même les chaussures maintenant, même des chaussures, ceux qui fabriquent des chaussures et qui font leur modèle très épais, maximaliste, finalement, quand vous regardez le poids, ils ont quand même considérablement baissé quand même dans le poids des chaussures, même les chaussures épaisses avec beaucoup d'amorti. Hein. Voilà, on va passer à la suite. Alors, donc du coup, voilà. Oui, pardon. Non, c'est plus sur la dépense énergétique et sur l'effort, sur la performance, et ouais, c'est plutôt là-dessus. Est-ce que ça a été testé? Est-ce que ça a été étudié? Quoi donc? Le fait qu'on mette du poids et que ça impacte sur la blessure. Oui, non, c'est vrai. On pourrait. Je ne sais pas s'il y a une étude qui a été menée là-dessus entre poids de la chaussure et blessure. Non. Non, mais ils ont plutôt axé ça sur la dépense énergétique et sur la performance en fait. Hein. Donc du coup, on se retrouve avec ça, chaussures, les contraintes et finalement pieds nus. Après tout ce que je vous dis, effectivement, je comprends. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va courir pieds nus aux 10 km de Colmar. Alors on peut se poser la question, mais déjà là, je trouve que ça change un petit peu du discours qu'on entend habituellement sur la course à pied et la chaussure. C'est pour ça que je dis, quand on m'a donné toutes ces infos-là, j'avais vraiment envie de partager ça. Alors il y a un mais, forcément, pour ça on y arrive. Une personne maintenant qui se dit, tiens, j'ai vu le topo de Jérémy vendredi soir, je jette mes ASICS Nimbus gel qui font 350 grammes ou mes Oka qui sont lourdes et je me mets à courir pieds nus ou avec des chaussures plus légères ou en tout cas qui impactent moins.
un transfert vers le minimalisme, donc vers une course avec des chaussures plus fines. Je définirai après tout à l'heure ce que c'est le minimaliste. Augmente l'incidence des blessures si la transition elle est trop rapide. Donc il faut faire très attention. Vous vous rappelez, je vous avais dit le corps, au début je vous avais dit le corps s'adapte, il est soumis à des chocs, mais il s'adapte, mais à condition de lui laisser le temps de s'adapter. Dès qu'on dépasse la courbe rouge, on se blesse, mais si on n'est pas sur, si on est sous la courbe verte, il n'y a pas d'adaptation. Okay, alors du coup, voilà, on a les deux types de coureurs. Cette photo, c'est un trailer assez connu, Scott Jurek, je ne sais pas s'il y en a qui ça parle, donc qui attaque bien un talon avec sa paire de baskets. Et à côté de ça, vous avez un coureur d'une tribu, c'est les Tarahumara en Amérique du Sud. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu le livre Born to Run. Ouais. Ben, c'est justement la tribu des Tarahumara. C'est cette tribu-là, c'est considéré comme les meilleurs ultra-trailers au monde. Et donc eux qui courent avec leurs sandales toutes fines. Donc vous voyez, avec ce genre de chaussures, de toute façon, ils n'ont pas le choix d'être sur l'avant-pied. Hein. Là, pour le coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, attendez voir. Hop. Et on en a un aussi, un Français, pas besoin d'aller en Amérique du Sud, un Français qui a fait la Skyrun cette année, donc une course, un trail dans la caillasse, il était pieds nus. Bon, c'est vraiment très extrême, je vous demande, le but c'est pas du tout d'en arriver. Je sais pas comment il s'appelle, je sais pas, mais en plus il fait un temps qui est pour le coup vraiment pas mal. Alors c'est apparemment, je me suis renseigné un peu, c'est un gars qui toute l'année il est pieds nus. Le gars n'a pas de chaussures, il est toute l'année pieds nus et je pense que justement, à mon avis, l'adaptation que le corps a mis en place, en tout cas, ça doit être une peau épaisse comme ça et voilà quoi. Ok, alors la petite définition quand même que je voulais vous donner. Alors, une chaussure minimaliste, donc finalement c'est une chaussure qui interfère le moins possible avec votre pied, qui laisse finalement le pied se mouvoir le plus possible. Il ne va pas le comprimer, il va essayer de garder le pied le plus naturel possible en fait. D'accord ? Il y a différents facteurs. Donc ça c'est une définition, je vous laisse la lire, mais c'est une définition qui a été, il y a un consensus qui a été fait pour donner justement cette définition-là en fait sur la chaussure minimaliste. Donc c'est ce que je vous disais, chaussure légère, un amorti le moins possible. Pas de pente, ce qu'on appelle le drop, finalement c'est l'écart entre le talon et l'avant-pied, il faut qu'il y ait le moins de pente possible, qu'il n'y ait pas d'éléments de soutien forcément, que la semelle soit plutôt plate, et une forme de chaussure qui respecte l'anatomie, ça c'est assez intéressant aussi, mais c'est finalement pas une chaussure qui vient comprimer l'avant-pied, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur les déformations du pied, et une chaussure plutôt souple. Alors là j'ai une chaussure qui est avec... Hop, un indice minimaliste vraiment quasiment max. Je vous parlerai de l'indice minimaliste tout à l'heure. Donc finalement, c'est une chaussure qui est plutôt légère. Il n'y a pas de drop, donc pas d'épaisseur finalement. Qu'est-ce que je disais encore ? Donc pas d'amorti, bon là on le voit. Plutôt large. Si vous regardez la chaussure, elle est plutôt large là sur l'avant, donc ça va bien comprimer les pieds. Elle est très souple. Je peux la rouler comme ça, donc là c'est vraiment très très souple. Je peux la rouler dans un sens et justement une souplesse aussi en torsion. Ça c'est plutôt une chaussure route parce que sur l'arrière c'est vraiment très lisse. Voilà. Okay. Donc, mais là c'est vraiment le côté extrême en fait. Hein, on viendra après tout à l'heure. C'est quasiment comme si tu courais. Pieds nus en fait. Le but c'est qu'elle couvre, elle protège un peu mais c'est vraiment le trait. Mon but c'est juste de vous énoncer quelques données, mais c'est pas que vous passiez tous sur du minimaliste, en tout cas pas du minimaliste aussi poussé là-dessus. Hein. On est bien d'accord, mais il ne marche pas, vitesse, on était conditionné par notre enfance, de tout temps on a marché à plat et comment du jour au lendemain on peut changer et courir sur la pointe des pieds. On le fait sur la pointe des pieds quand on fait des sprints, on l'a automatiquement. Et il y a tout l'impact. Ouais. Alors, il faut bien distinguer un truc aussi entre la marche et la course à pied. Parce que c'est quand même deux choses différentes. C'est quoi la vitesse minimale pour courir à votre avis ?
On court la vitesse minimale de la course à pied. Pour courir, c'est quoi? On peut courir le plus lent possible qu'on puisse courir, c'est quoi à votre avis? 1 km 5 4 5. En fait, on peut courir à 0 km/h. Si je suis comme ça, je cours à 0 km/h. Puis je peux courir à 0,5 ou je peux. Enfin, vous voyez, alors que la marche, c'est deux choses différentes en fait. Certains souvent disent d'abord je marche et puis après je cours. C'est-à-dire sous-entendant à une certaine vitesse, ce sera de la marche et puis dès que j'accélère un peu, là ça devient de la course. Quand vous avez Johan Diniz qui marche à 16 km/h, à partir de quand il court lui du coup, parce que c'est comme ça, on peut se poser la question. C'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes en fait. D'accord ? Tiens, on est passé sur la diapo d'après. Donc oui, finalement, la phrase elle est très, très dure, je l'ai reprise du diaporama. Oui, Gauthier, ouais, dis-moi. On est conditionné effectivement à courir peut-être depuis toujours sur le talon, mais on aura quand même toujours la possibilité de s'adapter si on se laisse le temps et si on adopte la bonne technique de course. Donc c'est pas quelque chose qui est fini. Naturellement, comme le montre Jérémy, on devrait avoir tendance à courir sur l'avant du pied. Ça, c'est ce qui paraît le plus naturel. Donc finalement, on a été conditionné à courir sur le talon à cause de chaussures. Ouais. Donc on peut revenir en arrière et revenir sur l'avant-pied si on se laisse le temps de s'adapter. Oui. C'est vrai que au final, j'ai même pas répondu à la question, mais je suis parti sur mon explication. Mais oui, c'est exactement ça. Ouais, tout à fait. On peut revenir derrière. Mais vous vous rappelez de la diapo de tout à l'heure, il y avait le 8 mai. Si on voulait passer justement sur une foulée d'avant-pied, il faut y aller super progressivement, parce que sinon, c'est blessure assurée. Ça, c'est clair et net. Et je vous montrerai de toute façon tout à l'heure comment je procède plus ou moins au cabinet, comment je fonctionne un petit peu avec mes patients pour arriver à ça en fait. L'entraînement auprès de gens de débutants peut insister sur la foulée en disant essayer de courir sur la pointe des pieds. Complètement. Ouais. Oui, et c'est surtout ce sera plus un débutant sera facile pour lui parce qu'on va tout de suite lui donner la bonne info. Il va tout de suite. Mais j'ai une diapo après qui parle de ça, mais effectivement dans les recommandations un petit peu qu'on donne, c'est effectivement ça. Ouais. Quelqu'un qui débute la course à pied, on va lui dire écoute, essaie de tout de suite. Essaye de tout de suite prendre la bonne mécanique parce que quand on a déjà cette habitude-là, quelqu'un qui court maintenant depuis 20 ans, qui a déjà cette habitude, ça va être difficile de changer derrière. Alors que finalement, quelqu'un qui commence, déjà au niveau cardio-respi, il va certainement pas faire une sortie d'1h30, donc ce sera plus facile de dire fais des petites séances mais, et laisse le temps d'adapter au fur et à mesure. Ouais, tu voulais. En plus chez les enfants. Oui, j'ai aussi la diapo. Ouais. Regardez vos enfants courir et puis vous verrez de quelle manière ils courent. En général, ils ont plutôt tendance à courir sur la pointe des pieds. Ouais. On va passer. Donc ouais, juste rapidement. Donc là, vous avez la chaussure maximaliste et puis après minimaliste. Et du coup, ils avaient calculé un indice minimaliste, savoir à peu près où on se situe sur la courbe. Est-ce qu'on est vraiment d'un extrême ou vraiment l'autre? Ok? Alors, je sais pas. Donc voilà, le poids, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors, pour calculer cet indice minimaliste, ils ont créé tout un barème avec des échelles. On a 5 points si la chaussure fait moins de 125 grammes, 0 points si elle fait plus de 325. Et avec les différents points, l'épaisseur du talon, c'est l'épaisseur. Le dénivelé, ce que je disais tout à l'heure, le drop, les technologies pour calculer l'indice finalement, pour avoir cet indice-là. Plus il y a de technologie et moins vous avez de points en fait. S'il n'y a pas de technologie du tout, si ça interfère le moins possible avec le pied, vous avez les 5 points en fait. Okay, donc il y a la flexibilité, ce que je disais, dans un sens, flexibilité torsionnelle sur le côté. Oh, ouais. Donc les recommandations en fait qu'ils ont utilisé la clinique du coureur. Par rapport à toutes ces données scientifiques, c'est clairement les enfants, on ne se pose même pas la question, il faut que la chaussure, elle interfère le moins possible avec le pied. Le pied, il est en train de grandir, les muscles ont besoin de se développer, il ne faut pas venir amener des choses qui vont contrôler, maintenir les malléoles ou des choses comme ça. Non, on laisse le pied se développer naturellement. C'est ce que Gauthier disait tout à l'heure en fait sur les chaussures, sur les enfants, pardon. Débutant, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, quelqu'un qui commence, autant lui dire, prends tout de suite les bonnes habitudes, et essaye de courir avec une chaussure justement suffisamment minimaliste, pas besoin d'aller sur une chaussure comme je vous ai montré là, c'est pas du tout le cas, au contraire, si c'est trop fin, ça peut être contraignant aussi.
Marie-Sandrine, mon épouse, qui a couru la semaine dernière à Nantes avec ce genre de chaussures. C'était 15 bornes, c'était un petit peu beaucoup. C'était pas encore complètement adapté. Elle l'a vraiment senti sous la voûte plantaire. Elle avait mal un peu aux articulations parce que si vous vous rappelez bien, la foulée d'avant-pied est justement une chaussure plutôt minimaliste. Ça protège certes genou, hanche, mais pas le pied par contre. Et pour le coup, le pied, ça lui avait fait un petit peu mal. Donc le but n'est pas forcément de passer sur quelque chose de trop plat non plus en fait. Après, il n'y a pas de recette miracle, c'est individuel un petit peu à chacun. Chacun doit tester un petit peu ces choses. J'étais habituée à courir avec ces chaussures. Ouais, Je n'étais pas habituée à faire du trail parce que c'était pas prévu que je fasse du trail à ce moment-là et que c'était pas prévu de courir aussi longtemps. Donc même si moi j'étais habituée à courir peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure avec ces chaussures, courir 1h15, c'était trop. Là, c'est ce qu'on disait, le corps s'adapte, mais là pour le coup, elle a été passée un petit peu au-dessus de la courbe rouge, elle a un petit peu dépassé, ce qui fait qu'elle a senti un peu derrière. Ça, on l'entend très souvent, c'est toi, t'es gros, il te faut la grosse chaussure. Ça, c'est un peu spécifique. T'es lourd, il faut que tu mettes la chaussure, la grosse chaussure qui va amortir tout ton poids. C'est vraiment la biodynamique la biomécanique pardon, qui va changer un peu tout ça. Et il n'y a pas de notion de poids en fait. Hein. Si vous pouvez être lourd, mais si vous courez sur l'avant-pied, vous aurez une foulée qu'on entendra peu finalement. Et à l'inverse, vous pouvez avoir un tout petit gabarit. Si vous venez et que vous tapez fort comme ça avec le talon, vous entendra venir à 150 mètres derrière. Hein. Donc c'est pas le poids va pas avoir tant d'impact que ça. C'est vraiment votre biomécanique qui va jouer. Hein. Ouais, c'est bien que tu aies rajouté. Ouais. Justement, par rapport aux obèses, c'est intéressant de les mettre éventuellement à la course à pied et de leur dire qu'ils ne vont pas forcément se blesser s'ils ont des chaussures minimalistes. Ah non, ça se tellement, c'est bien. Tellement exigeant finalement au niveau des mollets et de la chaîne postérieure qu'ils vont être arrêtés par leur courbature dans les mollets. Ils ne vont pas se flinguer les articulations et s'obstiner à courir peut-être avec des chaussures qui les protègent de trop, où ils vont taper fort du pied et du coup avoir un stress, une contrainte mécanique qui va remonter et qui va être vraiment très importante au niveau des articulations. Donc pour eux, c'est limite de la prévention de santé de courir avec des chaussures minimalistes quand on est obèse. Ce qui veut dire que les gens... La respiration va les arrêter. La respiration les arrêtera peut-être aussi. Ouais, tout à fait. Ouais, ok. Ouais, ça marche. Donc, merci. Si j'ai bien compris, les gens obèses, on leur préconise des semelles minimalistes. Et les gens très légers, des grandes chaussures. Voilà, c'est ça. Je peux poser des questions. Vas-y, continue. Mais pour revenir un petit peu aussi à ce que tu disais tout à l'heure sur les enfants où on a toujours couru, tu disais on s'est toujours habitué. J'avais lu un bouquin qui s'appelait Courir avec les Kenyans. C'est un roman avec un journaliste. Courir avec les Kenyans. Non, lui, il avait l'objectif de courir avec eux. Bon. Après, il peut courir avec eux sur 300 mètres. Hein. Et c'était assez intéressant. Et en fait, il parlait justement effectivement que souvent les Kenyans, déjà ils courent beaucoup. C'est une vraie culture, la course à pied au Kenya. Et la plupart, tout petits, ils sont toujours pieds nus. Ils courent toujours pieds nus. Donc eux, ils ont leur bonne biomécanique. Du mal avec... Et donc naturellement ils vont courir justement sur cet avant-pied et même si après tu leur donnes une chaussure plutôt épaisse, en fait comme leur mécanique naturelle ce sera de l'avant-pied, même avec une chaussure épaisse, eux ils continueront à courir comme ça. Et est-ce que si on court avant-pied qu'on a une chaussure épaisse, est-ce qu'on a des risques de se blesser? Non, parce que c'est surtout la biomécanique qui va amener les blessures finalement. Donc si tu as déjà ta foulée d'avant-pied, normalement il n'y a pas de raison que tu te blesses particulièrement. Après, il n'y a pas que la chaussure qui rentre en compte dans la blessure. Non. Non. Loin de là. Une pratique trop intensive, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais si tu sais courir, tu peux courir avec n'importe quoi comme chaussure. En tout cas, ouais. Pardon, oui. Pour en revenir aux questions, Oui. agrandir un peu parce qu'il y a aussi l'histoire de morphologie, c'est-à-dire les gens qui ont les hanches un peu plus hautes, plus grosses, ce genre de choses. Ouais. C'est plutôt un contexte social. Et de vie en général. Contexte social, ouais. Ouais, ouais, en morphologie ou un bassin un peu antéversé des fois, des choses comme ça avec. Ouais, tout à fait. Oui. Il y a un lien, est-ce qu'il y a des études qui sont faites par rapport à ça?
Franchement, je ne saurais pas trop te répondre s'il y a des études qui sont menées, en tout cas particulièrement au Kenya, avec une certaine morphologie. Tu as eu vent d'études? Si c'est pas plus la morphologie, parce que je parlais des Kenyans, donc du coup la morphologie au niveau des Kenyans qui jouaient. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que la plupart des athlètes des athlètes qui font des grosses performances, les Kenyans, etc., ils viennent toujours plus ou moins de la même région dans les hauts plateaux. C'est des gens pauvres qui n'ont pas eu de chaussures, qui ont grandi pieds nus, qui ont couru dans les ronces, qui ont en fait développé au fur et à mesure de leur enfance une adaptation. Et du coup, quand ils sont en compétition face à des gens comme nous qui avons connu le bus pour aller à l'école alors qu'eux fallait courir dans la brousse avec un lion qui les court, eux ils sont redoutables. Donc c'est plutôt quelque chose de... Ouais, tout à fait. Dans le bouquin, en tout cas, que j'ai lu, qui était vraiment... qui était assez bien écrit, qui était intéressant, il disait qu'effectivement, c'était même entre des Kenyans qui venaient d'un milieu plutôt qui venaient de la ville ou qui venaient de la campagne, c'était bien plus souvent les Kenyans qui venaient de la campagne, qui avaient une vie plutôt dure, qui performaient plus, quoi. Ouais, il y avait une question au fond. Tout simplement pour rebondir en fait sur le sujet, sur la chaussure. Ouais. En fait, qu'on soit avec une chaussure oversize, une chaussure neutre, une chaussure minimaliste, élémentaliste, on arrivera de toute manière à avoir ce type de foulée par expérience et par exercice. Ça ne s'apprend pas comme ça de but en blanc. On ne peut pas passer d'une chaussure complètement. Totalement normale à une chaussure minimaliste ou élémentaliste. On part forcément avec un accompagnement qui doit se faire, des séances types, commencer aussi à courir pieds nus sur de la pelouse. Tout ça s'apprend parce qu'on va se réapproprier aussi l'autonomie du pied, c'est-à-dire que le pied va voir, c'est plus l'œil qui va voir pour poser le pied sur le terrain, c'est vraiment le pied qui va voir pour poser ses appuis. Et ces chaussures vont vraiment aider à retrouver une foulée naturelle. Donc, oui, complètement. Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près une vingtaine d'années, des très grands groupes mondiaux de chaussures ont créé un lobby pour éviter la sortie d'émergence de ce type de chaussures. Ça s'est fait par la suite par quelqu'un qui crée des semelles et ça a été repris depuis quelques années par une autre marque qui s'y met, mais en faisant attention à l'ossature, en rajoutant un peu d'amorti en dessous, mais tout en étant en compte zéro. Voilà, et puis tout ça, ça découle après sur ce qui est minimaliste. Ah oui, non, mais de toute façon, la transition, le changement de chaussures, c'est primordial. Sinon, vous allez tous vouloir des séances pour le tendon d'Achille derrière, et c'est hors de question que je vous vois tous au cabinet, hein, on est bien d'accord. Hein, donc ça, c'est super important. Mais même quand vous changez de chaussures de façon globale, il y a toujours besoin d'une adaptation. C'est super important. Ça, c'est clair. Ouais, c'était les recommandations qu'il donnait plus ou moins. Par exemple, il disait je veux améliorer mes performances. Oui, non. En général, on essaie toujours de se dépasser un petit peu, d'améliorer. Mais si le but c'est juste de courir régulièrement comme ça le week-end, de faire ces petits footings réguliers et qu'on n'a pas spécialement de blessés, on reste avec nos chaussures, il n'y a pas de souci. Si par contre on est blessé, après ils avaient mis en place aussi la notion est-ce que c'est chronique, est-ce que c'est plutôt aigu. Si la blessure elle est plutôt aiguë et qu'elle est plutôt localisée justement à mollet, pied, donc tout ce qui va être en plus sollicité par de la chaussure un peu plus minimaliste, c'est sûr que si c'est aigu, on va rester plutôt sur la chaussure maximaliste. Et si à l'inverse, c'est une pathologie qui est plus ancienne, maintenant on va quand même si c'est le mollet, tendon d'Achille, on va quand même partir sur une chaussure minimaliste. Parce qu'on va dire que c'est une pathologie qui est installée, un peu ancienne, et donc du coup, il faut quand même aller la stresser un peu, lui amener un stress mécanique en fait. C'est bon? Ouais, vous voyez là, des exemples de transition, et encore, par ma propre expérience, je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette transition, ça me paraît vraiment court. Si vous avez la chaussure maximaliste pour arriver à de la Five Finger par exemple, qui est quasiment du pied nu, 8 mois, ça me paraît vraiment léger. Ça se mettra même encore plus de temps à mon avis. Voilà, donc mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. C'est pour ça que je vous disais, vous n'allez pas faire vos 10 km pieds nus après-demain, hein, on est bien d'accord, hein, ça demande vraiment quelque chose de très très progressif. Dites-vous que ça fait depuis toujours que vous avez couru avec le talon, admettons, et que maintenant il faut réapprendre, donc ça va mettre des mois et des mois. Hein, okay. Il y a une règle qui est importante là en bas,
qui est notée là, c'est la règle du 1 minute de plus à chaque entraînement. Là, au moins, vous êtes sûr que vous faites très progressivement. C'est-à-dire que, justement, comme on disait tout à l'heure, par exemple, on peut commencer, prochain entraînement, on se dit, allez hop, on va faire 3 minutes, on commence l'entraînement, on court en chaussettes ou pieds nus, on fait 3 minutes pieds nus, juste pour voir un peu la sensation que ça fait, et après on met la chaussure, et on fait le reste de notre entraînement avec les chaussures comme on avait l'habitude. L'entraînement suivant, la sortie suivante, on rajoute 1 minute supplémentaire. Ensuite, 1 minute encore en plus. Et au fur et à mesure, vous intégrez les minutes supplémentaires et votre temps passé pieds nus ou avec une chaussure, on va dire, un peu plus minimaliste, avec moins de contraintes, va prendre de plus en plus de place sur votre entraînement et à la fin, vous courrez quasiment plus. Et là, votre transition, elle sera faite comme ça progressivement. Ok? Ça marche? La règle du 1 minute, la règle du 1 minute en plus, elle est valable, mais elle peut fonctionner par palier. C'est-à-dire que je fais mes 4 minutes, 5 minutes la première fois, pas de problème, j'ai quelques petites courbatures au mollet, mais j'ai pas spécialement de douleur ni après, ni même le lendemain, c'est quelques courbatures, mais sans plus. Je peux passer à la minute d'après. Si j'ai une douleur, je reste sur le même temps. Par exemple, j'ai commencé à 5 minutes, 6, 7, 8, 9, 10 minutes. Après 10 minutes, je commence à avoir une petite douleur. Là, du coup, le lendemain, quand je vais recourir, je referai 10 minutes, je ne passerai pas à 11. Mais je ne diminue pas non plus. Et il est là l'erreur aussi, souvent, ce qu'on fait, c'est quand on a une douleur, on se dit, oh là, je m'arrête, j'ai mal, je reste au repos. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire, non, je n'augmente pas, par contre, je reste à la au même temps passé. Et je peux rester sur ce plateau de 10 minutes pendant 3, 4, 5 séances, je reste à 10 minutes. Et puis d'un coup, il y aura une séance où je ferai mes 10, plus spécialement de douleur derrière, c'est parti, je passe à 11, demain je passe à 11. Ok? Oui? C'était juste une petite remarque, il y a une histoire de temps, mais il y a aussi une histoire d'intensité. Si vous faites 2 minutes de sprint avec des chaussures minimalistes, alors que vous n'étiez pas habitué, vous risquez de vous blesser. Donc on privilégie en général durant l'échauffement ou en fin d'échauffement, mais pas d'emblée sur des efforts très intenses. Ouais, la vitesse, la vitesse peut avoir un effet aussi là-dessus. Ouais. Est-ce qu'on est vraiment pour faire ça? Est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir une vitesse? Est-ce que finalement, avec le plein plus, on va se forcer à avoir un peu sur le milieu? Ouais, alors. Avec des chaussures, ouais, mais on n'avait pas forcément. Pas forcément bien, comme j'avais déjà entendu parler de ces foulées d'avant-pied un petit peu. Pour la petite histoire, à l'époque, si j'avais commencé sur l'avant-pied, c'est que j'ai fait mes premiers crosses. J'ai d'abord fait mes crosses avec des Salomon Speed Cross qui n'étaient pas géniales, où je pataugeais un peu. Et le jour où j'ai mis des pointes, c'est la révélation. D'un coup, j'accrochais à l'avant et je courais un peu plus sur l'avant-pied. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant d'aller chercher un peu cette course, cette foulée d'avant-pied. Et j'ai fait une transition, moi, en me forçant mentalement à me dire cours sur l'avant. Et en fait, il ne faut pas faire ça. Je l'ai su après quand j'ai fait la formation, mais il n'aurait pas fallu faire comme ça en fait, parce qu'on se rend compte que quand on fonctionne comme ça, souvent ça ne se maintient pas en fait. Comment dire, ça demande un effort finalement qui est trop difficile. Et puis, je veux dire, en plus, vous courez pour vous vider la tête. Vous courez pas pour vous penser toujours comment est-ce que je vais courir. Donc, on a des techniques indirectes finalement, qui marche mieux et où spontanément on va courir sur l'avant du pied. Ouais. Dis-moi. Par rapport à ce que Michel a dit tout à l'heure aussi, c'est difficile de faire une transition sur les chaussures classiques parce que le pied ne se rend pas compte. On va tout de suite reprendre nos mauvaises habitudes, on s'entend, si on ne s'est jamais blessé, c'est pas la manière de courir. Mais sur les nimbus avec un gros amorti, c'est très difficile de naturellement aller sur l'avant du pied. Il faut vraiment que ce soit quelque chose d'intégré. Donc c'est peut-être mieux de commencer progressivement pieds nus sur des toutes courtes distances pour avoir juste la sensation et l'intégrer. Le temps qu'il y ait déjà le drop sur les qui gêne. Mais il gêne pas forcément. C'est pas forcément. Ouais. C'est ou le drop qui gêne? C'est. Moi je cours avant pied depuis toujours et avec n'importe quelle chaussure. Ouais. C'est pour ça que C'est ce qu'on disait par rapport aux Kenyans tout à l'heure, qui ont toujours eu une bonne biomécanique et qui finalement, avec même une chaussure épaisse, c'était l'hiver dernier, il y avait Sébastien Speller qui courait sur le stade à Colmar et puis il courait en Ultra Boost. Donc c'est vraiment la chaussure maximaliste d'Adidas et il était sur l'avant-pied vraiment très très léger, une belle foulée quoi, une foulée. Donc oui, c'est possible, mais je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est de prendre tout de suite la bonne biomécanique et de se l'intégrer plutôt en début d'entraînement.
Ça, je pense que ça peut être intéressant de le faire plutôt en début d'entraînement pour que le corps il enregistre tout de suite le bon mouvement et après on repasse sur nos autres chaussures. Il privilégiait plutôt en début d'entraînement pour que tout de suite le corps il enregistre cette bonne dynamique justement. D'accord. C'est bien pour le club en fait. Il faut en gros, quand c'est au stade, il faut démarrer avec une course tenue, une course chaussette. Voilà. Déjà échauffé parfois. Déjà échauffé. Ouais. Oui, bien sûr. C'est les gammes. Tout ça, c'est les gammes d'athlétisme. Oui. Moi, alors, Dis-le. quand même, malgré tout, on utilise déjà 2 jours inversés quand on est en choc. Je pense que c'est pas dire qui va dire le contraire. C'est pas forcément des gens qui sont avertis qui arrivent, c'est pas forcément des gens qui ont envie de prendre la tête à changer de foulée, machin. Donc là, le discours peut pas être le même. Tu peux conseiller certaines choses, tu peux demander par exemple. Mais déjà, s'ils arrivent chez moi, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais, tu vois. Mais dans le cadre quand tu les vois sur le tapis, comme tu fais des études de foulée, tu peux déjà leur proposer éventuellement d'être les plus légers possible au courant. Ça, c'est le conseil que tout le monde peut prendre. Essayer de courir sur des œufs. Comme ça, tu as déjà une force d'impact qui est minimisée. Et voilà, ça c'est déjà. Ouais, mais justement, c'est justement les vidéos qui arrivent. Donc en fait, j'ai fait courir les patients quand ils viennent au cabinet, je les fais courir d'abord avec leurs chaussures, telles qu'ils ont l'habitude de courir. Et en général, très souvent, donc comme 81% des coureurs, ça ressemble plutôt à ça. D'accord? Donc un talon qui vient vraiment cogner en premier. Vous voyez une mise en charge qui est plutôt à l'avant du centre de gravité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le MEC, ce que c'était. C'est donc une attaque qui est quand même plutôt talon. Avec d'ailleurs une cadence, je reviens un peu sur la cadence, qui était là, qui était mine de rien quand même assez élevée pour une attaque talon qui était à 167 ou 168 il me semble. Il y a encore une petite attaque talon, mais c'était le temps qu'ils comprennent l'exercice. Je lui avais demandé de courir en faisant le moins de bruit possible. Parce que quand il courait, on entendait quand même des boum, boum, boum sur le tapis. Et je lui avais demandé de courir en faisant le moins de bruit possible. Et au fur et à mesure, il a réussi à modifier un petit peu sa foulée, inconsciemment, sans se dire je vais courir sur l'avant-pied. C'est spontanément, il est parti sur l'avant-pied et ça faisait effectivement moins de bruit, on entendait moins de contraintes, le sol tremblait moins. Donc c'est des techniques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les techniques indirectes finalement, où on ne se focalise pas en se disant je cours sur l'avant-pied, c'est je cours en essayant de moins taper finalement avec le pied, je fais moins de bruit, ce que Gauthier disait tout à l'heure. Après, une autre façon de faire, encore une autre technique, quand je suis au cabinet, je prends mon téléphone, j'ai une application qui impose un tempo, d'accord, une cadence. C'est quoi le nom? Je vous la donne tout à l'heure. C'est une application qui impose un tempo. Et donc, du coup, je la programme à 180 et ça fait. Ça impose. Et je demande au patient de courir à la cadence qui est imposée par mon téléphone, en fait. D'accord? Par l'application. Donc, ça donne ça. Alors, ouais, vous allez l'avoir au ralenti. On entend le boom un petit peu, mais en gros, ce que ça donne, c'est justement qu'il était. Ça l'amenait aussi finalement, il avait beau avoir une bonne vélocité et être à 168 pas par minute quand il était sur naturellement avec ses chaussures, en tout cas à 180, il n'arrivait plus à faire le talon, pied, pointe de pied et je déroule. Il était obligé de se mettre sur l'avant de son pied pour courir. Et après, alors ça, technique indirecte, par exemple, vous avez ceux qui ont Deezer, Spotify ou différents plateformes de musique, il y a des playlists à 180, où vous avez que des musiques à 180 BPM en fait. Donc en fait, s'il y en a qui ont l'oreille musicale et qui ont l'habitude de courir avec les écouteurs, vous mettez la playlist 180, c'est peut-être pas des musiques que vous aimeriez, vous me direz. Et si vous avez l'oreille musicale, vous essayez de vous caler un petit peu là-dessus et ça vous permet justement d'imposer un petit peu cette cadence. Donc là, même avec une chaussure, vous voyez, là c'était des chaussures qui lui imposaient plus ou moins de courir avec le talon. Et bien là, en passant à 180, il était capable de changer un petit peu son appui et d'être plus sur l'avant-pied. Ok ? Et la dernière, tous mes patients y passent après. On enlève les chaussures, on court, et là, il y a
Pas besoin de se focaliser ni sur la cadence, ni sur quoi que ce soit. Spontanément, mais je vous le disais, hein, vous êtes 100 ce soir, les 80 qui courent avec le talon, je vous fais courir pieds nus, vous êtes tous comme ça. Et là, on voit bien une belle foulée avec une belle attaque sur l'avant-pied. Voilà. Ouais, on peut regarder le poids de la chaussure aussi, je vous parlais tout à l'heure. C'est pas pour cibler forcément cette marque-là ou ce modèle-là, mais c'est le dernier patient qui est venu avec qui j'ai regardé la chaussure. Elle m'a paru quand même assez lourde. Je suis allé chercher la balance et c'était quand même 394 grammes le poids de la chaussure. Comme vous savez que, par exemple, je sais que mes... par exemple, ce modèle-là que j'utilise de temps en temps pour courir, c'est 200 grammes. Donc là, il y a 200 grammes d'écart quasiment avec ce modèle-là. Donc on parlait tout à l'heure des 100 grammes. Là, on a carrément le double en fait, hein, par rapport à ce modèle qui était quand même, mine de rien, assez lourd.